dans la langue française qui est pourtant riche, je ne trouverai jamais de mot humain pour définir ce qui ne l'était pas humain. Bonjour. 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 Nous sommes Benoît, Dorian Joseph, et Marc. Et nous allons vous parler de Monsieur Ayora, Angéliora. résistant prisonnier de guerre Narbonnais. Ayora est né le 31 janvier 1923 à Narbonne, de parents de nationalité espagnole. En 1940, il est reçu au brevet des capacités d'enseignement primaire d'instituteur ouvrant les portes à l'école normale de Carcassonne. Le 13 septembre de la même année, il est exclu de la fonction publique suite au décret du 17 juillet 1940 de l'État français. En octobre de la même année, il travaille au chantier communal et entre dans la résistance comme agent de propagande et de liaison. Un an plus tard, le 9 octobre 1941, Il est arrêté par la police de Vichy. d'où il sera placé à la prison de Montpellier. 2 ans, dans une cellule, sans sortir. La cellule, elle fait 3 mètres de long, 2 mètres de large. Il n'y a pas de fenêtre, il y a un petit vasistat dans un coin, où on voit un peu de ciel bleu. Pas de table, pour dormir une paillasse. On est 3, 2 résistants et un droit commun. Et comment j'ai passé le temps pendant 2 ans, parce qu'il fallait avoir une occupation. Et pendant 2 ans, j'ai tué. Des poux, des punaises, des cafards, des morpions. J'ai tué toute la vermine qu'on puisse imaginer. J'en ai tué des milliards en 2 ans. Vous savez, il y avait des jours que la paillasse, elle marchait toute seule tellement qu'il y en avait dedans. La nourriture, une gamelle à midi, pleine de liquide, avec des pots de patates, des pots de topinambou, des pots de rutabaga. Et le soir, 120 grammes de pain et un morceau de margarine. Et c'est tout. Le chauffage, c'était un tuyau contre le mur, qui était crevé, qui ne marchait pas. La nuit, on avait les rats qui venaient nous sucer les pieds. Voilà quel était le régime carcéral de Vichy. Le 11 novembre 1941, il est condamné à 5 ans de travaux forcés. Et est transféré à la maison d'arrêt de Carcassonne. J'ai été torturé par la Gestapo. Et vous savez, torture de Vichy et torture de la Gestapo, c'est Kéfi Gouricot, c'est pareil. C'est les mêmes tortures. Ça pour vous situer que la collaboration de Vichy a été très importante. Vichy, qui s'est rallié au nazisme, a fait le travail des nazis. Ils ont pourchassé les résistants, ils les ont arrêtés, ils nous ont internés, emprisonnés, condamnés. Le 15 octobre 1943, il est transféré au pénitencier d'Aïs. Et on se retrouve 1200 résistants dans cette centrale. Bon, quand on s'est vu 1200, messieurs, on s'est dit on représente une force. Cette force, il faut l'exploiter et il faut s'évader. Bon, pour s'évader, bien sûr, il fallait qu'on ait une aide quand même. Et cette aide, elle est venue, naturellement. Dans cette centrale, ce pénitencier, il y avait une centaine de gardiens. Et dans ces centaines de gardiens, une dizaine étaient des résistants. Ils appartenaient à des réseaux de résistance à l'extérieur de la prison. Et quand on s'est mis en contact avec eux, en secret bien sûr, et quand ils étaient de service la nuit, dans la cuisine, dans les balles de farine, on a fait rentrer des mitraillettes, des fusils, des grenades, tout ce qu'il fallait pour faire un bataillon militaire. Et dans les 1200 prisonniers, il y en avait qui avaient fait la guerre civile d'Espagne. Ils étaient aguerris, ils connaissaient quand même les combats de l'armée. On a fait un bataillon militaire, on a mis 6 mois pour le former. On faisait en cachette, bien sûr, on faisait des instructions d'armes. Parce que les armes, on les cachait dans les blocs où on dormait, on les mettait sous les planchers. Et le 19 février 1944, on est passé à l'attaque. C'est-à-dire que nous, on devait se rendre maître du pénitencier. Et le maquis, où il y avait en Dordogne 3 gros maquis, c'était les maquis
Hercule, Carlos et Soleil, devaient venir nous attendre dans les rues de Villeneuve avec des camions, des vêtements civils, tout ce qu'il fallait pour rejoindre les maquis. On réussit notre affaire, bien sûr, notre combat. On ligote les 100 gardiens, même ceux qui étaient des résistants pour pas qu'il y ait de confusion. Et quand on va sortir, bien sûr, on ne voit pas de maquis. Et à la place du maquis, qu'est-ce qu'on voit? Des SS. Villeneuve était infesté d'SS. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient le nettoyage de la région et ils allaient faire dans quelques jours le massacre d'Oradour-sur-Glane et des pendaisons de Tulle. Alors il est certain que le maquis n'avait pas pu venir, il se serait fait massacrer. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On se replie dans la prison, on s'est battu toute la nuit, il y a eu des blessés, des morts. Et à 4 h du matin, les nazis nous envoient un ultimatum en nous disant si vous ne vous rendez pas, on fait sauter le pénitencier à l'artillerie lourde. On s'est rendu. Suite à cette révolte, il est pris en otage avec 49 autres personnes. On nous met au quartier cellulaire et pendant 3 jours, on était enfermés dans des cages à poules qu'on appelle, grillagés. Pendant 3 jours, on a attendu d'être fusillés. Eh bien, vous savez, c'est des situations qui sont dures à vivre. Eh bien, on n'était pas abattus, on était fiers même. Hein? On était fiers de mourir pour la patrie, comme on dit. Hein? Et pendant 3 jours, je me souviens, on a fait que chanter des chants patriotiques. Hein? Mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne de la vie. Où la République nous appelle, sachons vaincre, nous savons mourir. On chantait ça. Hein? On était fiers, parce qu'on allait mourir pour une cause. On s'était battu pour la liberté. La résistance, c'était recouvrir la liberté, chasser le nazi de France. C'était ça l'action de la résistance. Et on était fiers d'avoir participé à ça. Et le 23 février, c'est-à-dire 3 jours après, vers 6 h du matin, hein, ils viennent et ils font un appel. Ils en appellent 12 et ils les fusillent sur le champ. Je n'en suis pas, mais Pelouse est fusillé, Service est fusillé. Et les autres, on attendait notre tour. Mais on n'a pas été fusillés. Alors vous savez par qui ils sont fusillés, ces 12? Ils sont fusillés par un peloton de GMR, de Vichy. Des Français qui ont fusillé des résistants français. Hein? Oh, ça c'est des choses, c'est pas écrit dans les livres ça. Eh bien c'est arrivé. Et il faut que vous le sachiez ça quand même. Que c'est arrivé. Et que ça peut revenir. Le 2 juillet, il part de Compiègne à Dachau en train et arrive le 5. Alors, moi j'ai la chance de me trouver dans un wagon où nous étions ensemble les 38 otages d'Aïs qui n'avaient pas été fusillés. On se connaissait bien, on était habitués à souffrir, on était habitués à faire face à certaines situations. On avait même 2 docteurs qui étaient avec nous et qui de suite, quand ils ont vu la situation, ils ont dit si on bouge, on est mort. Il ne faut pas bouger. Mais on s'est rendu compte, bien sûr, que dans les conditions où on partait, on ne tiendrait pas plus de 48 heures. C'était pas possible. C'était impossible. Et là, je peux vous dire une chose, on s'est rendu compte par la suite, c'est que ce train qui est parti de Compiègne avec 2500 prisonniers, c'était prévu par les nazis, c'était fait exprès, que ce train, il arriverait à destination avec 2500 cadavres. C'était prévu. Parce que les nazis, à partir de là, les déportations, tout était muté, tout était prévu par eux. C'était fait comme ça. Et ce train, c'était prévu que 2500 cadavres arriveraient à Dachau. Et là, ils ont été... C'est la nature qui nous a servi, parce que le soir, alors qu'on était garé en gare de Reims, vers minuit, un orage a éclaté, qui a noyé le wagon tellement il a plu. On a récupéré de l'eau, ça nous a fait du bien, bien sûr, et notre wagon a pu tenir les 2 autres jours qu'a duré le voyage. Et nous sommes arrivés à Dachau, ce wagon, 100 sur 100. Mais au départ, dans les wagons où ils ne se connaissaient pas, on les avait mis comme ça, pêle-mêle, quand ils se sont vus coller comme ça.
Ah, ils se sont affolés, il y avait de quoi d'ailleurs. Hein. Et il y en a qui ont commencé à gesticuler, à bouger. Et plus ils bougeaient, plus ils gesticulaient, plus ils se battaient, plus ils devenaient fous, plus ils s'asphyxiaient, et ils se sont tués entre eux. Il y a des wagons où sur 100, il y a eu 100 morts. Ils se sont tués entre eux, parce qu'ils devenaient fous, dans les conditions où ils étaient. C'était intenable. Et quand on est arrivé à Dachau, bien sûr, hein, il y avait 1000 morts dans le train. Alors on arrive à Dachau, on descend les morts des wagons, qu'il a fallu porter jusqu'au camp. Et ça a été une drôle d'affaire, ça. Hein. Il a fallu faire 3 à 4 km avant d'arriver à Dachau. On s'est aperçu qu'on allait à Dachau quand on a traversé le village. Et quand on a traversé le village de Dachau, on avait des petits merdaillons de 10 ans, j'appellerais ça des nasillons, hein, qui nous attendaient avec des bâtons et qui nous tapaient à coups de bâton et qui nous lançaient des pierres. Il est transféré au camp d'extermination d'Hersbruck le 16 août. Il se trouve près de Nuremberg, à 400 km de Munich, et nous partons 3000 déportés. Destination Hersbruck. On arrive à Hersbruck, et dès qu'on arrive, le chef du camp nous rassemble et nous fait un petit discours. Et toujours pareil, paradoxe des nazis. Ils se moquent de nous. Ils commencent par nous dire « Messieurs », alors que la plupart nous sommes déjà des loques, on pèse une trentaine de kilos déjà. Hein. Il y en a qui se traînent, il y en a qui sont malades, il y en a qui ont perdu déjà un peu de leur dignité. Il nous dit « Messieurs, vous êtes ici dans un camp de concentration et vous serez bien traités. » Bah, il se fout de nous. Il s'arrête un peu, puis il continue, il me semble que je le vois, en train de parler encore. Il fait mais, vous n'en sortirez que par la cheminée. Alors, on était dans des blocs qui étaient prévus pour 40 et on était 500 dans ces blocs, 500. Les chalets, il y avait 5, 6, 7, 8 étages même. 3 par planche. On était tête bêche, on appelle. 30 kilos chacun. Hein, on les contenait bien, les 3. 4 heures du matin, vous avez une sirène qui retentissait dans le camp, à vous casser les oreilles. Et en même temps que la sirène, la porte du bloc s'ouvrait, et des capots qui rentraient, et ils tapaient. Et ils tapaient. Et ils tapaient n'importe où, ça tombait comme ça tombait. Et les SS qui rentraient, et eux, le pistolet à la main. Et ils tiraient. Et ça tombait comme ça tombait. Et quand on quittait le bloc, la consigne était qu'il fallait se laver. C'était prévu comme ça. Il ne fallait pas désobéir. Alors se laver. À Hersbruck, il y avait 6 points d'eau. Alors on était 7000. Alors regardez des centaines et des centaines de déportés qui se jettent sur les points d'eau. C'était la pagaille, c'était la bagarre. Et c'était fait exprès. Parce qu'ils tapaient, ils tiraient. Alors une fois qu'on s'était lavé, il fallait se rassembler sur la place d'appel. Et là, sur la place d'appel, on formait les convois pour aller au chantier travailler. Alors, on était dans les 300, dans le convoi où j'étais. Il fallait faire 3 à 4 km en dehors du camp. On arrivait dans une montagne et on creusait des galeries. Parce que les nazis voulaient faire une usine pour la fabrication des bombes volantes. Et au pic à la pelle, on remplissait des wagonnets et toute la journée c'était un va-et-vient. Et là en permanence, c'était comme je vous ai dit au début, les capots qui criaient Schnell, Schnell, Arbeit, hein, et les SS qui tiraient. C'était ça en permanence. Alors à midi une pause, et là, la gamelle, elle était comme celle de la maison d'arrêt de Carcassonne, pleine de liquide, des pots de patates, de topinambour, hein, de rutabaga, et il n'y a qu'à la fin, où il y avait quelques filets de viande, qui étaient excellentes, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et c'était de la viande humaine. On nous a fait manger de la viande humaine. Hein? J'en aurais mangé des kilos, moi, si on me les avait donnés, parce qu'elle était bonne. Vous savez, quand on a faim, hein, quand on pèse 30 kilos, et bien, on mange n'importe quoi. Les SS, ils rôdent souvent autour de l'infirmerie. Pourquoi ils rôdaient là? Parce qu'en dehors de l'infirmerie,
il y avait ce qu'on appelle les latrines. Les latrines, c'est les water. Alors qu'est-ce que c'était les latrines? C'était une fosse qui avait 20 mètres de long à peu près, 3-4 mètres de large. Il y avait un siège. Le siège, c'était un tronc d'arbre, avec deux fouches. Et un tronc d'arbre plein de nœuds. C'était fait exprès. Alors quand le malade sortait pour aller aux toilettes, qu'on dit, il s'assoyait sur ce tronc, il était tellement mal assis que des fois il basculait et il ne remontait plus. Et des fois, quand il y en avait qui venaient s'asseoir comme ça, qui venaient aux toilettes, les SS qui passaient, et bien de loin ils le déquillaient, comme à la foire. C'était un jeu pour eux. C'était ça, la barbarie des nazis. Je vais vous en dire une scène par exemple. À l'infirmerie, je vous ai dit que les latrines, c'était ces water qui étaient avec cette fosse, c'était une fosse qui était cimentée. Et toutes les semaines, un commando de déportés était chargé de la nettoyer, de la vider et de la nettoyer à la brosse. Il fallait qu'il rentre là-dedans, qu'il la vide à coup de seau et qu'il la nettoie à la brosse. Vous voyez un petit peu, ça s'appelait ça le commando de la merde. Vous dites un petit peu ce que c'était. Hein? Bon, et bien un jour dans cette fosse, les SS, ils sont venus et ils ont jeté des sacs de pommes de terre qu'ils estimaient qu'elles étaient gelées. Oui. Et vous savez ce qu'on a fait, nous? On s'est jeté là-dedans pour ramasser ces pommes de terre et on les a mangées. On n'a fait que les laver dans la neige. On retournera enfin à Dachau le 21 avril, après une marche de la mort de 161 km, où il sera libéré 8 jours plus tard. Et vous savez, quand on a été libéré à Dachau le 29 avril, et dans tous les cas, Himmler, quand il a compris que la guerre était perdue, il a envoyé un télégramme à tous les chefs de camp. Et ce télégramme disait, il faut tout détruire. Il ne faut pas que les Alliés trouvent une trace, ni de déportés, ni de camp. Et moi j'ai vu le télégramme qui est arrivé à Dachau. Hein? Ce télégramme, qu'est-ce qu'il disait? Dachau, le 30 avril, sera détruit au lance-flammes. Résister, c'est vouloir avant tout rester des êtres humains. Cette lutte se traduit souvent par des gestes de solidarité, aider les autres détenus ou donner du pain à un camarade faible. On peut s'échapper très rarement ou faire de fausses manipulations pour interrompre la production d'armes. On arrive à Dachau, bien sûr, complètement nus, rasés de la tête aux pieds, désinfectés. On nous prend tout, les montres, les bijoux, les lunettes. Ceux qui ont des dents en or, on les arrache. Et direction la chambre à gaz. Et c'est là que je suis placé dans cette chambre à gaz que vous avez vu dans le film. Et bien, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai vu l'installation, j'ai compris de suite. Je me suis dit, c'est pas une douche. C'est un endroit où on va mourir. Et grâce à ces résistants qu'il avait sabotés, bien sûr, on a pris une douche et j'en suis sorti vivant. Là, je vais vous dire quelque chose, bien sûr, qui m'a sauvé, et qui est le plus plaisant de toute mon histoire. C'est le plus plaisant. Le premier jour, on fait 20 km au pas de charge, et le soir, on nous parque dans un pré, on passait la nuit. Je me souviens, c'était au début avril, il y avait de la rosée. On s'est allongé sur l'herbe, je me suis allongé sur l'herbe, je me suis endormi. Et dans la matinée, je suis réveillé par une bête qui me coulait sur le visage. Je me suis dit, bon, c'est un lézard, c'est une limace, c'est quelque chose. Bon, je la prends dans mes mains pour la tuer. Et quand je l'ai pris dans mes mains, que j'ai compris ce que c'était, si j'avais pu, j'aurais poussé un cri de joie. Je venais de trouver un escargot. C'était un escargot qui, comme on dit vulgairement chez nous, me baraillait sur le visage. Bon, moi, quand j'ai vu ça, que c'était un escargot, je me suis dit, mais un escargot, bon, ça, c'est quelque chose qui se mange. Et j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé mes repas. Donc, j'en ai ramassé plusieurs, et c'était des gros escargots là-bas, hein, avec de l'herbe. J'ai mis ça dans ma chemise,
Et toute la journée, j'ai mangé des escargots. Et là, pour vous achever l'anecdote, hein, à côté de moi, j'avais un déporté russe, parce qu'il y avait beaucoup de déportés russes. Il faisait 2 mètres, il était maigre comme un clou aussi. On était bien copains. Hein, je l'appelais Rouski, lui m'appelait François. Et quand il a vu que je mangeais ces escargots, il s'est jeté sur moi. Il ne voulait pas que je les mange. Alors il me fait tout François, je n'ai joué capot. Il dit, tu vas mourir. C'est du poison. J'ai dit, écoute, laisse-moi tranquille, c'est bon, et je vais les manger. Et il me regardait, il ne me quittait pas des yeux, et il devait dire, hein, quand est-ce qu'il va tomber le François, parce qu'il mange du poison. Bon, je ne suis pas tombé, c'est pas du poison, l'escargot. Le lendemain, pareil. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a mangé, lui, parce qu'il crevait de faim. Et il est arrivé dans les 27 de notre convoi intact à Tachou. Et là, il m'a dit, François, je goûte, il m'a dit. Et là, pour vous achever cette histoire d'escargot, quand j'ai été visité par le docteur américain, qui m'a visité à la Libération, il me fait, vous savez, monsieur Ayola, vous étiez à l'article de la mort. Vous pesez exactement 30 kg 400 grammes. Alors, parce que 30 kg 400 hein? J'étais maigre. Il me dit, les escargots, ils vous ont sauvé la vie 2 fois. Alors, j'ai dit 2 fois, pourquoi? La première fois, parce que vous avez mangé, ça vous a permis de tenir. Et la deuxième fois, je vais vous dire, vous aviez la tuberculose au sommet du poumon gauche. Et la bave de l'escargot vous a arrêté l'infection. Et c'est exact, avec la bave de l'escargot, on faisait à l'époque un remède contre la tuberculose. Quand je suis rentré dans le bloc, que je me suis allongé sur mon chalit, alors là j'ai compris que mon jour était arrivé, que je ne pourrais plus aller travailler et il ne me restait qu'une chose, à mourir. C'était quelque chose qui ne nous effrayait pas. Il ne m'a pas effrayé parce qu'on attendait ça, on savait que ça allait arriver. On était tous persuadés qu'un jour ou l'autre, c'était la mort. On était condamnés pour ça. Et j'avais un copain qui était sur le chalet, mais moi c'était un résistant de Saint-Étienne, Charles Palombo. Je lui ai dit, Charles, tu vois, moi je terminé. Regarde comment j'ai ma jambe. Je ne pourrais plus travailler. Alors prends mes coordonnées, si tu t'en sors, tu iras à Narbonne et tu diras à mes parents comment j'ai fini. Voilà. Je n'étais pas affolé. Hein, c'était quelque chose qui, dans le fond, c'était naturel pour nous. C'était une fin de ce qu'on vivait, de ce qu'on supportait, de ce qu'on subissait. Mais dans la nuit, j'ai eu une idée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je me suis dit, mourir pour mourir, je veux mourir en brave, en partant sur le chantier. Je me suis traîné, j'ai pu sortir du bloc intact, j'ai pu aller sur la place d'appel, et là il y avait certains que je me trouvais en queue de couronne, parce que je pouvais à peine marcher. J'étais le dernier, et en étant le dernier de ma colonne, je me trouvais à peine à 2 mètres de la porte du Révire, la porte de l'infirmerie, 2 mètres. Et j'ai remarqué, quand je suis arrivé là, qu'à la porte de l'infirmerie, il y avait un déporté, qui était avec une tenue comme ça. J'ai dit, il a de la chance, celui-là, il travaille à l'infirmerie, il est tranquille, il est établi. Je n'ai pas pensé que ça pouvait être un docteur. Et effectivement, ce qui devait arriver était arrivé, je suis devenu aveugle et je suis tombé. Donc là, c'était fini, c'était le capot, le chien et le SS. Et j'ai repris mes esprits à l'intérieur de l'infirmerie. Et quand j'ai repris mes esprits, j'ai ce déporté que j'avais vu à l'entrée de la porte, qui est venu à l'oreille me dire tout doucement, il parlait très bien le français, c'était un russe, déporté russe, il me dit tout doucement, ne t'étonne pas d'être là, j'ai eu le temps de te ramasser avant que le capot arrive. Il ne me connaissait pas, et il a fait. Assez risque. Hein? Il s'est précipité, et il m'a traîné dans l'infirmerie, et il m'a mis sur un chalit, et il m'a sauvé la vie. Si on l'avait vu, on l'aurait fusillé. Ah ben, il n'a pas hésité.
Enjaillera en est déjà à plus de 2000 interventions dans les collèges et lycées de France depuis 1970. Car c'est à partir de cette époque que sont apparus les négationnistes et révisionnistes de l'histoire. Il nous fait part à sa manière des choses qu'il a vécues. Pour que personne ne puisse dire que l'affaire des cas n'ait pas existé. Mais s'il témoigne, c'est également pour rendre hommage à tous ses amis. Ses compagnons qui sont morts pour la liberté. Et il ne veut pas que leur nom tombe dans l'oubli. C'est pour lui un devoir. Je veux que vous, les jeunes, vous sachiez, mais que vous sachiez quelque chose qui a été subi par quelqu'un, par moi, puisque je l'ai subi. Je veux que vous le sachiez, et je n'ai qu'un seul but, c'est que je ne veux pas que vous le subissiez. Voilà mon but. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.